Bonjour Ludivine, Salut Céline. bienvenue sur le plateau d'ODB TV. Comment vas-tu? Bien. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Ludivine Dura, psy-coach ou coach psy. Ok, Euh, Passionnée en général par les sciences humaines, le développement personnel. Un peu sportive. ok, Maman, une facette importante de deux magnifiques jeunes filles. Charlotte et Louise. Aixoise, née au soleil, mais j'adore la montagne. Voilà. ok, ok. Euh, Tu parles beaucoup de sport et de lecture. Mmh. Ce sont des appuis importants pour toi. Mmh. Qu'est-ce que t'ont appris ces deux mondes? Euh, Alors, le sport, j'ai fait de la compétition jeune. Et c'est un peu se battre, enfin se battre, non, c'est pas se battre contre soi, mais se donner les moyens d'atteindre un objectif. Se rencarder, on va dire. Pour moi, ça m'a appris à me rencarder, à me fixer des objectifs. Ça m'a appris aussi une bulle, car dans le mouvement ou dans l'action, j'arrive à canaliser des affects, de l'anxiété ou une agitation mentale. Et la lecture, pareil, ça va canaliser une anxiété. Ça va être plutôt parce que ça va me permettre de comprendre, d'élaborer, d'avoir conscience, de vérifier. C'est important pour toi de vérifier. C'est important pour moi de vérifier, voire de valider. Très bien. Et c'est vrai que quand c'est écrit dans un livre, alors il faut que j'en lise 3, hein, mais quand c'est écrit dans 3 livres, je valide. Ok, donc 3 livres sur le même sujet. Voilà. Et donc tu lis beaucoup du coup. Oui. Ok, ok. Dans ton parcours de vie, tu as commencé par la restauration. Oui. Et après, tu t'es dirigé vers l'insertion professionnelle. Qu'est-ce qui t'a guidé dans cette voie? Alors la restauration, c'est fortuit parce que du coup, je me suis financé mes études et c'était le petit job. Donc j'ai fait mes études de psychologue sur Aix-en-Provence et voilà, c'est un centre-ville où il y a beaucoup de restaurants. Et donc c'était le petit job accessible comme ça. Et, euh, et donc après mon bac, j'ai rencontré 2 maîtres d'hôtel, un peu à l'ancienne, qui m'ont appris, qui m'ont formé. Et ça a été très formateur pour moi parce que gérer une salle, c'est gérer. C'est des notions que j'avais pas, donc j'étais toute jeune, hein, j'avais 18-19 ans et je pense que ça a structuré quelque chose en moi. Des trucs simples, hein, penser à mettre le pain, l'eau, le sel, le poivre, amener les choses dans l'ordre, faire une mise en place avant un service. Ça m'a amené tout un monde. Et en plus, c'est 2 monsieur qui aimaient l'art de la table et l'art du bien faire. Et de prendre soin de ce qu'ils faisaient. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu sembles dire que c'était quand même un monde qui te plaisait? Qu'est-ce qui fait que tu aurais pu finalement changer de voie et aller dans la restauration, mais tu as quand même continué après dans la psychologie, dans l'insertion professionnelle? Qu'est-ce qui fait que tu as continué sur ce... Ah, j'ai continué très très loin, même en faisant des petits extras. Euh, Parce que pour moi, je ne sais pas si c'est affectif, mais alors c'est un métier qui demande beaucoup de. C'est une perf en fait, quand je fais un service. Ok. C'est ce côté peut-être un peu performeuse. C'est-à-dire, voilà, c'est comment je vais faire pour servir en un minimum de temps, en un maximum de qualité, Qualité, ok. parce qu'il y a beaucoup de règles, surtout quand on fait du service un peu haut de gamme, Ouais. servir Ouais, à je comprends. droite, etc. Euh, et en même temps, tout en maintenant une qualité relationnelle. Donc pour moi, chaque service, c'est une perf. Très bien. Et qu'est-ce que tu retrouves de ce que tu décris dans l'insertion professionnelle, dans la psychologie? Alors, l'humain.
Donc c'est le contact humain et ce que je dis sur cette passion. Donc après, je suis tombée dans l'insertion, pareil, socio-professionnelle, un peu par connaissance, sur un chantier d'insertion. Et là, je pouvais mettre en œuvre aussi ce que j'avais appris à la fac et développer ou aider les personnes à se développer. Très bien. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'évoluer jusqu'à aller à un poste de direction? Parce que je ne sais pas regarder mes pieds, je regarde toujours l'horizon, voire le sur-horizon. Okay. Ce qui fait que parfois je me prends les pieds dans le tapis parce que je ne regarde pas les pieds. Ok. Et quand tu as été à ce poste de direction, tu as vécu une crise assez importante. Qu'est-ce qui t'a fait... Qu'est-ce que tu en as appris? Comment tu as rebondi? Alors, c'était un enjeu donc, parce que j'avais fini mes études de psycho et je faisais un diplôme de gestion des ressources humaines. Donc la directrice qui était malade m'a proposé d'abord dans un premier temps un poste de directrice adjointe. Mais dans cette équipe-là, j'étais arrivée comme la bleue, la petite jeune. C'est-à-dire que je suis passée très vite de la jeune qui sortait de ses études, qui avait 20 ans et voilà, qu'on biberonnait, à, en même pas 2 ans, ce poste de directrice adjointe. Donc c'était très très vite, j'ai senti mais pour qui elle se prend. Très bien. Ce que je renvoie, j'ai ma part de responsabilité aussi. Okay. Surtout quand tu as 20 ans, tu es propulsé à un poste comme ça, forcément. Mais moi, c'est vrai que voilà. Et puis à ce moment-là, j'avais aussi peut-être un manque de maturité, de recul. Et du coup, ces copines avec qui on allait chez Toinou le vendredi manger des coquillages et boire un verre de vin blanc, d'un coup ça s'est arrêté, etc. Comme l'entreprise était en liquidation, elles se sont syndiquées. Et là, moi, j'ai vécu ça comme le rejet, l'exclusion du groupe, la trahison. C'était très, très dur. Très, très dur pour moi. Et qu'est-ce qui t'a permis justement de... Qu'est-ce que tu as découvert de toi dans cette période-là? Alors voilà, de mon besoin à travailler en équipe et à être intégrée dans une famille, dans une équipe. Et aussi un certain rapport à l'autorité qui peut être compliqué parce que ce qui a conduit ce projet après à la perte, c'est ma difficulté aussi à accepter les décisions parce qu'au final, une structure d'insertion, quand on est directeur, on a un conseil d'administration et qui est au-dessus, c'est le donneur d'ordre, c'est le conseil d'administration, mais ce sont aussi les pouvoirs politiques, donc le conseil départemental, le conseil général, la ville de Marseille. Et donc, du coup, ça change. Suivant l'élu, ça change. Et alors moi, ça, c'était insupportable pour moi. C'est-à-dire, je commençais un projet, j'avais mis mon cœur, tout ce que j'avais, et là, ça changeait, ou le vent changeait d'orientation politique, et on défaisait ce qu'on faisait, c'était très, très, très difficile. Et de ce fait, comment tu as... vers quoi tu t'es dirigée? Comment tu as évolué? Tu es allé vers l'entrepreneuriat? Tu dis justement que tu ne supportes pas trop l'autorité, mais que tu aimes bien le social en même temps. Tu t'es dirigée vers quoi et quelle coloration ça a donné justement à ta façon d'accompagner les gens? Après, m'être grillée auprès de toutes les mairies de Marseille, tous les conseils départementaux, parce que j'avais envoyé un fax à tous les politiques. Effectivement, je me suis dit que trouver un fax, dis donc. Et oui, à l'époque c'était des fax. Je suis très jeune, mais d'une génération. C'était un fax en fait. J'avais faxé tout le monde sur des agissements et des comportements. Donc là, j'étais un peu dans cette forme, voilà. Mais et puis dans un comportement pas très sain en fait. Je voulais, j'ai un peu me venger ou j'étais dans ces agissements-là.
Non, après, j'ai voulu travailler pour une fédération, la fédération enfin, on m'a proposé de travailler pour la fédération des ateliers chantés d'insertion. Et là, pour moi, c'est le côté, j'étais porteur, donc il y a vraiment ce côté d'équipe, les structures de l'insertion, contre les politiques ou qui essayent de faire bouger les politiques. Et donc je venais en appui des directeurs de structure. Donc c'était je commençais un peu mes armes de coaching, c'était un petit coaching, mais il y avait aussi du conseil, de la pédagogie, à la fois sur les dispositifs. Donc j'ai adoré ce poste. Ok. Et après, j'ai adoré ce poste qui m'a permis voilà, d'entrer dans le coaching, dans plein de choses, et qui s'est terminé parce que j'ai eu envie de maternité. D'accord. Ok, donc du coup, tu as arrêté un peu ta carrière pour t'occuper de tes... Voilà, j'ai eu envie de Ouais. prendre vraiment ce temps pour profiter de mes filles et de faire ma deuxième grossesse, de prendre un temps chez moi, et aussi de réfléchir à quel serait mon projet. Je sentais effectivement que ce projet-là de consultant à la FACI, ça m'avait donné des armes, mais que moi, je voudrais faire autrement. J'avais une façon de voir les choses et j'avais besoin de l'exprimer. Ok, et aujourd'hui, tu as pu justement maturer ce projet de grossesse et en même temps cet autre projet professionnel. Comment tu l'as mis en place? Et aujourd'hui, elles ont 16 et 20 ans. Voilà, donc du coup, il y a un moment que tu as repris. Voilà. Et donc, j'ai créé mon cabinet et je suis allée vers ce qui me touche, ce qui me fait vibrer. Donc, un versant thérapeutique, parce que les psychologues, c'est très... d'un côté, les psychologues du travail, d'un côté, les psychologues cliniciens. Et moi, je sentais que j'aimais bien et qu'il y avait quelque chose à faire dans l'alliance des deux disciplines. Très bien. Donc, j'ai fait. C'était dur, d'ailleurs. Parce qu'on me disait, non. En fait, quand j'ai demandé à me former en psychologie clinique, on me dit, non, vous avez déjà un diplôme de psychologue. Je dis, alors, ça veut dire qu'à 18 ans, on a choisi d'être psychologue du travail. On ne peut plus jamais être... j'ai quand même réussi à avoir un diplôme... Enfin, on ne peut plus avoir la mention, mais j'ai réussi à suivre un master de psychologie clinique. D'accord. Et d'allier la psychologie... clinique, psychologie du travail, aux outils du coaching, où je fais aussi de grandes rencontres avec la PNL, l'analyse transactionnelle, qui m'ont beaucoup aidé aussi et beaucoup transformé. Et la dernière rencontre, c'est l'intelligence collective. D'accord, et comment tu relis tout ça justement dans ton approche? Parce que tu travailles avec des élus de CSE, des équipes, des directions, tu as aussi ton côté psy, donc tu accompagnes des personnes, des particuliers. Comment tu allies tout ça en fait? Parce que c'est quand même deux choses différentes. Comment j'allie l'ensemble des... Alors, comment, dans ton accompagnement, tu vas allier l'intelligence collective, l'analyse transactionnelle, la systémie, l'intuition comment va se décliner ton accompagnement? Est-ce qu'il est différent, justement, pour ces deux... Ou pas forcément? Pas forcément, parce que je pense que chaque apport... Alors, moi, il se joue quand même quelque chose de la relation entre soi et de la relation avec l'autre. Au final, si on devait parler de tous ces centres d'intérêt. Donc, c'est comment t'entres en relation avec toi-même pour pouvoir après entrer en relation avec les autres. Parce que ça, je pense que c'est un sujet qui me tient la relation à l'autre. Et l'intelligence collective, c'est un laboratoire en fait de la relation à l'autre. En tout cas, c'est plus, tu as travaillé sur les conditions qui font que les autres peuvent rentrer en relation. Alors que quand tu vas être sur des outils de coaching ou des outils thérapeutiques, tu vas préparer le terrain sur un autre versant. Un versant qui va être soit plus individuel ou soit sur l'équipe. D'accord, ok. Ok, donc il y a un côté plus
laboratoire humain avec toutes les personnes qui vont faire partie peut-être du CSE ou des élus ou des équipes ou des directions, et puis un côté plus peut-être tourné vers soi dans la partie psy particulier. Mais c'est vrai même que si ça emmène justement vers l'extérieur, tourner vers les autres. On va dire que le point d'entrée, c'est quand même trouver les conditions entre soi et les autres pour être dans une santé mentale de qualité. Okay. Est-ce que cette condition pourrait être l'authenticité? Entre autres. Okay. Et qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Alors l'authenticité, pour être en bonne santé mentale, bah, c'est... je dirais entre autres. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? L'authenticité dans les relations à soi, les relations aux autres. Oui, ne pas se mentir, ne pas... oui, ça revient à l'authenticité. Se découvrir. Je pense l'acceptation, est-ce qu'on est vraiment sur le même levier? Moi, je pense qu'il y a une forme d'acceptation et de résilience. Une acceptation de soi, donc il y a l'authenticité, donc elle est possible pour moi quand il y a l'acceptation de soi. Okay. Et dans tes accompagnements, qu'est-ce que tu cherches à transmettre à travers tous ces outils? Que c'est possible. Okay. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ces accompagnements? Moi, c'est ce qui me fait vibrer, que ce soit pour une structure ou pour un particulier, c'est qu'ils puissent croire que c'est à nouveau possible. D'accord. Et est-ce que tu aurais un exemple justement à nous partager? Une expérience que tu as vécue, que ce soit avec un particulier ou avec une organisation? Oui, je peux parler d'une patiente que j'ai rencontrée il y a quelques années et qui est une personne donc, qui a fait une bouffée délirante aiguë. Et donc, à ce moment-là, elle est hospitalisée. Et moi, je travaille avec le psychiatre qui la suit et qui me propose une thérapie. Mais je pense que dans la médecine, à un moment donné, il y a presque une croyance que tout est fini. D'accord. Et je pense que voilà, moi, ma force, ça va être de trouver des solutions. Et même dans une psyché très embrouillée, pour te donner une idée, elle se prenait pour Jeanne d'Arc. Très bien. Voilà, c'était donc il y avait vraiment quelque un chose contact d'important. Donc moi, c'était vraiment de trouver des moyens qui faisaient que de toute façon, j'allais pouvoir la ramener dans la réalité, que j'allais pouvoir faire en sorte qu'elle. Je pense que ça a marché parce que j'ai cru que c'était possible, qu'elle reprendrait. Elle est prof de français dans l'éducation nationale. D'accord, donc elle a réussi à retrouver un poste et à rebondir. Non, en fait, elle a été en maladie de façon classique, mais c'est juste qu'à un moment donné, au lieu de la considérer comme une malade, j'ai cherché avec elle ce qu'elle était profondément, sa raison d'être. Et la raison aussi de sa bouffée délirante. Parce que ça vient de dire quelque chose à un moment donné dans son histoire de vie. C'est son cerveau qui, crée une bulle pour l'échapper de la réalité. Pourquoi? Qu'est-ce qui est insupportable là dans ta réalité? Qu'est-ce que tu vis qui fait que tu as besoin de créer un rêve? Finalement, la bouffée délirante, c'était le symptôme et tu es arrivé à trouver la cause de ce symptôme qui a pu lui permettre de... Parce que tu as cru en elle, tu as cru que c'était possible et ça lui a permis justement de pouvoir reprendre sa fonction. Voilà, alors je ne sais pas si c'est moi qui ai permis, Ton accompagnement en tout cas. Mais vraiment, je pense que la différence, c'est que j'ai cru que c'était possible. Okay. Et qu'elle a vu ça dans mes yeux, dans mon attitude. Et aujourd'hui, ton accompagnement, il est plutôt basé sur la santé au travail ou plutôt vraiment sur les particuliers? Alors j'aime ces petits défis à chaque fois quand je suis dans la relation individuelle, c'est-à-dire que chaque personne qui m'amène une problématique où
où il a l'impression que c'est plus possible d'avancer à cause de sa problématique, pour moi c'est comme un petit défi et à chaque fois ça me challenge et j'aime autant. J'ai un sentiment aussi profond et envie d'amener quelque chose qui est le dialogue social comme un levier de bien-être et de santé mentale dans l'entreprise. Le dialogue social, donc, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est nos aïeux qui se sont battus pour qu'on ait des vacances, qui se sont battus pour faire reconnaître des conditions de santé au travail. Et peu à peu, ça s'est pris dans des enjeux. Et aujourd'hui, ce que j'observe, donc, c'est que c'est un lieu d'affrontement, de conflit, au lieu que ce soit un lieu de discussion et de prise en compte, justement. Où c'est un lieu où on voit la possibilité de travailler, de performer avec des gens qui vont bien. Et comment toi tu interviens là-dedans? Aujourd'hui, la plupart du temps, donc, ça va être à la formation des élus du CSE ou sur des diagnostics des risques psychosociaux, des enquêtes harcèlement, ça c'est le plus courant, mais avec cette envie et cette mission de dire je suis pas côté patron ou côté représentante du personnel, je suis au service du dialogue social. Et pour moi, le dialogue social, un dialogue se fait entre le patron et les représentants du personnel. Et tu te sers donc de tes outils, de l'intelligence collective, du coaching pour justement emmener toutes ces parties prenantes à s'entendre, à trouver des compromis et à avancer, à trouver des solutions et à avancer ensemble. Déjà faire en sorte que ces acteurs soient dans un bien-être, dans une compréhension d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent être disponibles à l'élaboration de cet espace. Comment ce serait pour toi un monde de travail idéal? Comment tu envisages un futur idéal dans le monde du travail? Moi, je pense qu'il faut proposer et disposer. Proposer et disposer. Ouais. C'est-à-dire que je pense que il faut arriver, en fait, on peut proposer un cadre de travail avec les contraintes nécessaires à l'activité, mais il faut qu'en face, il y ait la possibilité de disposer et d'être vraiment engagé dans cette mission-là. Donc avec une forme de véritable choix. Et c'est ce qui fait que du coup, la contrainte, elle va passer beaucoup plus facilement. Comment ça se fait que les chefs d'entreprise ou les personnes qui sont à leur compte travaillent des heures et qu'un salarié va essayer de gruger un quart d'heure ou une demi-heure? Comment ça se fait? C'est la question. Et tu n'as pas de réponse? Mais si, c'est parce que je pense que il n'y a pas cette impression de disposer, d'avoir choisi. Très bien. Un sportif de haut niveau, il va s'amener ou s'autodiscipliner à des contraintes parce qu'il a envie de cet objectif. Je pense qu'un salarié, s'il a choisi les contraintes pour atteindre l'objectif, il arrivera à performer. Ouais, je comprends. Et si tu avais un message à faire passer par rapport à tout ce que tu viens de partager, qu'est-ce que ça pourrait être, un message à faire passer à ceux qui nous écoutent? Donnez-vous les moyens de comprendre votre raison d'être, votre mission, et donnez-vous les moyens d'entendre vos attentes mutuelles. Très bien, écoute, je te remercie pour ce partage et j'espère te revoir. Je crois que vous avez tourné des podcasts, je l'ai bien dit cette fois. Du coup, on te reverra pour parler de la connaissance de soi et d'autres choses. Je te remercie, Ludivine. Merci à toi.